Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que cette fois, ça va fonctionner. Les risques du métier, vous voyez, c'est aussi les risques du webinaire. En principe, la connexion est bonne cette fois-ci. Avec Pierre Hoffman, on est vraiment très, très heureux d'organiser ce webinaire aujourd'hui au sujet des risques du métier, en l'occurrence en droit pénal, avec deux pénalistes qu'on ne présente plus, Laurence Mariani et Archibald Céléron. Merci infiniment à tous les deux d'être présents et de nous faire part de votre expérience dans ce webinaire. Je vous présente malgré tout très rapidement Laurence Mariani. Vous êtes une pénaliste qu'on ne présente plus, je le disais à l'instant, avec une expérience que l'on respecte tous, même un modèle, je dirais, puisque 31 ans, 31 années de pénal au quotidien, c'est quand même vraiment digne de respect, en tout cas du respect de tous les pénalistes et des confrères en général. Vous avez par ailleurs été membre du Conseil de l'Ordre de 2006 à 2019. Je crois que vous avez également présidé la première commission des femmes. Et puis, vous avez été chargé pendant de nombreuses années des relations avec les magistrats en pénal, notamment pendant un certain nombre d'années. Et puis, Archibald Céléron, merci également, pénaliste également pénal général depuis 11 années. Vous avez été secrétaire de la conférence, sauf erreur, en 2014. Vous avez été collaborateur puis associé de Éric Dupond-Moretti pendant 5 ans. Et puis, vous avez récemment créé votre cabinet en janvier. Et puis, j'allais oublier, dans le cadre de la défense pénale, aux côtés notamment de notre confrère Christian Saint-Palais. Donc aujourd'hui, pour être efficace et aller droit au but, on aimerait évoquer avec vous évidemment les enjeux du droit pénal et de l'exercice pénal en particulier, et des risques qui sont inhérents à cette matière qu'on connaît bien, évidemment, mais qui intéressent bien évidemment nos confrères. Je crois qu'on peut dire que le risque pénal, il est à chacune des étapes de la procédure, mais on aimerait avoir peut-être votre regard sur ce risque, son effectivité peut-être. Est-ce qu'il y a un risque qui s'est accru ces dernières années ou pas d'ailleurs? Voilà, donc vous avez la parole qui est libre. Et avant de commencer, je tiens à dire, voilà, vous êtes connectés, n'hésitez pas à poser des questions en live et on vous interrogera au fur et à mesure pour que ce soit interactif. Merci infiniment. Le risque du métier, effectivement, il commence surtout au niveau de la garde à vue. Tout le monde sait que nous sommes soumis au secret des gardes à vue, sauf que ce secret des gardes à vue, il est toujours extrêmement difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où vous avez dû tous avoir cette difficulté. Les familles nous appellent dès les premières heures de garde à vue. La façon d'abord de rentrer dans les gardes à vue quand on n'est pas directement désigné par le client, c'est déjà une difficulté au niveau des OPJ, parce qu'ils nous posent toujours mille et une questions pour savoir qui nous a contacté, éventuellement la personne qui serait recherchée. À partir du moment où effectivement on est rentré dans cette garde à vue et qu'on assiste le gardé à vue dans les premiers moments, c'est-à-dire dans l'entretien confidentiel de 30 minutes, se pose la difficulté de contact avec la famille. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que c'est à partir de ce moment-là que les problèmes se posent, que les clients, vous avez dû en faire l'expérience, nous téléphonent dans les quelques minutes ou quelques heures qui suivent, prennent rendez-vous à nos cabinets, et à partir de ce moment-là, commencent à nous poser des questions. Alors, on est toujours je ne sais pas comment tu vois les choses, mais on est toujours effectivement entre deux chaises, dans la mesure où d'un côté, il faut qu'on puisse préparer les éléments du futur déferment et éventuellement les documents de personnalité pour plaider devant le JLD ou devant en matière de comparution immédiate. Et puis d'un autre côté, on ne peut absolument rien dire sur les gardes à vue. Donc moi, ce que je pense déjà, la première chose à faire, il faut s'assurer auprès des OPJ de savoir qui a été contacté comme membre de la famille, si les OPJ l'ont autorisé ou si le juge ou le parquet l'a autorisé, savoir qui a été contacté des membres de la famille et éventuellement à partir de ce moment-là, pouvoir nous entretenir avec le dit membre de la famille qui a été contacté au moment des premières heures de garde à vue. Mais effectivement, dans cette perspective-là, il faut faire extrêmement attention que la personne avec laquelle on parle est effectivement celle qui a été avisée de la garde à vue. C'est vrai que c'est la question, d'ailleurs, qui a fait l'objet de l'avis famille. Voilà. Et encore, c'est l'interlocuteur, mais un interlocuteur à qui on peut en réalité pas dire grand-chose, mais c'est vrai que c'est la question. D'autant que celui qui se présente n'est pas forcément celui qui se présente comme la sœur n'est pas la sœur, le frère n'est pas le frère, ça vous le savez tous. Et à partir de ce moment-là, on se met en danger. Et c'est vrai que, vous le savez,
La difficulté, elle est sur le fait même d'aviser de la garde à vue. C'est pas tant de parler de ce qui peut être dit pendant la garde à vue, c'est le fait d'aviser de la garde à vue, puisque c'est le moment pour les proches, ce qu'on appelle les proches, c'est-à-dire, bon, vous voyez ce que je veux dire, les fameux proches qui ont effectivement des choses à faire dans telle ou telle box, tel ou tel appartement, etc. Et c'est là vraiment où se pose la difficulté. Et personnellement, c'est vrai que je suis toujours, je sais pas comment vous faites vous, mais très réticente au niveau des appels. C'est pas que je vous portais pâle, mais c'est vrai que je fais en sorte de ne pas répondre, de gagner du temps, de rappeler un peu plus tard pour être sûr que la personne, et surtout de la laisser parler. C'est elle qui doit me poser la question sur le fait de savoir si j'étais avisée de la garde à vue et pas. Dans la première question que pose le client, je peux éventuellement, je ne sais pas comment tu fais toi, y répondre, mais sans dire effectivement que la personne est placée en garde à vue. Donc ça, c'est vraiment la difficulté. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les premières difficultés. Tout à fait. Ce que je trouve intéressant surtout dans ce débat, c'est qu'on en est là entre nous, entre pénalistes, et c'est très bien d'ailleurs, c'est une chose que j'adore dans ce métier, mais à se demander comment tu fais toi, mais comment tu fais toi, etc. Et en réalité, on ne devrait même pas se poser cette question. Et je pense que le premier problème aussi, c'est l'absence de clarté des règles. Ce qui nous conduit parfois, et je pense qu'on a un peu la même politique d'ailleurs, toi et moi Laurence, mais à être finalement plus royaliste que le roi, et à appliquer une politique zéro risque et une politique stricte, alors que peut-être en réalité les règles déontologiques, leur application jurisprudentielle pourraient nous permettre en réalité d'être peut-être un peu plus libres. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce débat, et c'est pour ça que ce débat, les risques de métier, il est utile. Parce qu'on arrive dans un moment où en fait on est confronté quand même à des risques plus divers, plus rapides, avec les réseaux sociaux, avec aussi les médias, avec la prolifération des messageries cryptées, donc les gens se sentent en sécurité, avec la numérisation des dossiers, avec peut-être l'attente qu'on a d'un avocat, avec la concurrence aussi féroce entre les pénalistes. Donc on se dit, bon, bah, lui, il refuse de faire ça. Donc, bon, bah, tant pis, allez, je prends le suivant. Et donc, en réalité, il y a ça d'un côté. Donc, moi, je pense à un métier avec de plus en plus de risques. Par ailleurs, deuxième point, un métier où on pardonne de moins en moins la prise de risque par l'avocat. Et troisièmement, et c'est là où il faudrait qu'on arrive à réconcilier tout ça. Et troisièmement, une absence de clarté des règles. Et finalement, on ne sait parfois pas vraiment vers qui se tourner. Parce que c'est vrai que le site de l'Ordre des avocats fait des progrès extraordinaires pour les bases de données déontologiques, etc. Le code de déontologie, en fait, dans sa version gratuite, imprimée, distribuée aux avocats, il est quand même bien foutu, parce qu'en fait, il ressemble un peu à code Dalloz. Mais en réalité, toutes ces questions qu'on se pose là, il n'y a pas vraiment les réponses là-dessous. Non, mais ce sont des questions techniques, c'est ça. Exactement. Et après, les collaborateurs, j'en finirai par là, mais c'est vrai qu'avant, dans le parcours initiatique du pénaliste, j'ai l'impression qu'en fait, il y avait quand même cette collaboration avant ce stage et après cette collaboration qui était un passage obligé, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en tout cas, nous, je pense qu'on a appris notre métier auprès des patrons. De vrais patrons qui, en fait, c'était une transmission intergénérationnelle des choses. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus, que je ne critique pas, ce que je trouve dans un sens aussi très bien, mais il y a des jeunes qui posent leur plaque directe. Et c'est vrai que il faut pas perdre non plus. Donc c'est très bien de poser sa plaque directement, mais il faut aussi compenser aussi par la transmission intergénérationnelle, pas forcément intergénérationnelle d'ailleurs, mais peut-être des confrères de la même génération, mais avec des compétences, de l'expérience, voilà, un peu plus capés. Ouais. Et ça, il faudrait réfléchir justement dans le cadre de l'ordre, dans le cadre de votre campagne, etc., à comment ne pas perdre quand on a un jeune pénaliste le lien avec un référent. Une sorte de parrain qu'on pourrait appeler en cas de problème. Oui, qui pourrait vous protéger des difficultés et d'éviter les erreurs. C'est vrai que tu as raison sur ce point parce que les règles, on ne les connaît pas très bien et je pense surtout au problème de conflit d'intérêts lorsque vous êtes appelé pour 2 gardés à vue. C'est-à-dire que ça, c'est une vraie difficulté. À l'ordre, j'avais eu à résoudre pas mal de difficultés de cet ordre-là. Je ne sais pas comment vous faites et j'imagine qu'on aura votre retour par vos questions. Mais quand vous êtes appelé par 2 personnes et que les OPJ refusent de vous laisser voir la 2e personne, alors même que vous n'êtes pas sur commission rogatoire et que vous n'avez pas de juge d'instruction à qui vous pourriez, le cas échéant, poser la question. Donc, quand c'est au niveau du parquet et de la flagrance, c'est finalement les OPJ qui prennent la liberté de vous dire « mais non, mais je ne viendrai pas ». Il y a le juge du conflit d'intérêt. Problème. Donc, là encore, et tu as raison, on a tous peut-être l'idée de faire une super protection de nous-mêmes et finalement, on arrive à refuser, c'est ce que tu disais, éventuellement la 2e personne par protection personnelle.
Et c'est une vraie difficulté parce que quand on a besoin, et on a tous besoin de clients et de dossiers, quand on a 2 gardés à vue, forcément, ça peut accroître les honoraires. Donc, il n'est pas question pour nous autres de perdre un des clients. Donc là, je pense qu'il faut être très ferme sur ce. Et parce qu'il faut absolument que vous puissiez aller à la garde à vue, de force, si je puis dire, à la deuxième, voire la deuxième personne, et faire en sorte de pouvoir régler avec les OPJ, peut-être en souplesse, ce problème de conflit d'intérêts. Ceci étant, et sur les risques du métier, puisque c'est le thème de notre réunion, il faut absolument que vous sachiez, mais vous le savez, mais on a tous, enfin, il faut faire très attention à ne pas dire que l'autre personne est gardée à vue, puisque vous savez qu'on a interdiction lorsque l'on est à l'entretien confidentiel, lorsque le client demande, et c'est fondamental, qui est arrêté, on ne peut pas le dire, alors même que l'on sait qu'on va voir immédiatement après le frère, la sœur, le cousin, etc., le complice de la personne en question. Donc, il faut faire très, très attention sur ce point, de ne pas parler, pour justement qu'on ne nous reproche pas par la suite un conflit d'intérêts, de ne pas parler à la personne que vous voyez la première, qu'éventuellement, le cas échéant, il y a une deuxième personne placée en garde à vue. Ça me semble extrêmement important. Très important, et c'est vrai que c'est en réalité des choses qu'on apprend avec l'expérience. Oui. Ça, dans un cours, alors sauf peut-être effectivement le code de la défense pénale qui est extrêmement concrète, puisqu'elle a vocation précisément à préparer aussi la défense pénale d'urgence, mais c'est vrai que ce sont des choses en réalité que l'on aborde par la transmission, par le fait l'exercice en fait très concret. Mais ça soulève, et ça rejoint exactement ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire que par définition et par essence, il y a toujours, non pas une crispation, mais une sensibilité sur ces sujets, parce qu'on ne veut pas, lorsqu'on veut bien faire son travail, évidemment, se mettre en risque. Le but d'une activité d'avocat, c'est pas de se mettre en risque pénalement soi-même. Et c'est vrai que cette ligne de crête et cet équilibre est parfois difficile parce que on a évidemment la question essentielle du secret professionnel, donc dans nos codes, dans le règlement intérieur national, une jurisprudence qui est quand même très, on va pas dire qu'elle va dans le sens du secret. Donc, c'est vrai que l'avocat se sent quand même, d'une certaine manière, en fragilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'une sécurité dans l'exercice. Donc, c'est vrai que ça aboutit peut-être à une évidemment, il y a d'autres étapes, mais la conclusion peut-être, c'est que il vaut mieux à ce stade, et puis après, il y a d'autres stades procéduraux. Là, on a évoqué très rapidement la question de la garde à vue. Pour la garde à vue, si tu veux bien, j'aurais bien rajouter quelque chose d'important, c'est le fameux message que passe le gardé à vue qu'on voit soi-disant passer à la famille. Oh là là, ça, c'est vraiment une difficulté, et c'est 100%, dans 100% des gardes à vue. Alors, je ne sais pas comment vous débrouillez pour effectivement éviter de faire ce message. Moi, j'ai trouvé une technique pendant 30 ans qui finalement a assez bien marché parce que personne ne me l'a reproché. Je dis au gardé à vue oui, je dis jamais rien à la famille et personne ne m'a jamais rien reproché. Exactement ce que je fais. Mais en 30 ans, je pensais qu'on me dirait, mais je ne comprends pas même parce que le box a été perquisitionné. On vous avait dit de dire à la famille de le vider, j'ai évidemment rien dit. Mais après, 2 jours après, quand il y a le déferment, personne ne vient me reprocher de ne pas l'avoir dit, comme s'il y avait une sorte de fatalité. Donc finalement, ce n'est pas la peine de se braquer contre le gardé à vue. Certaines, parfois de mes collaboratrices le font, c'est-à-dire qu'elles disent mais non, en fait on ne le fait pas, etc., on n'a pas le droit de le faire. Ça fait une crispation pour rien du tout. À mon avis, il faut dire oui, bien sûr, enfin oui, enfin même pas oui, rien du tout, et puis ensuite de rien dire et tout va très bien. Voilà le conseil. Alors, excusez-moi, mais priorité au direct. On a une question. Vous êtes très connectés. Est-ce qu'on peut mettre en ligne la Baptiste Kounchev qui pose une question? Merci beaucoup pour la technique. Alors, tu la lis, Pierre, ou je la lis? Comment expliquez-vous le manque nouveau de transmission et d'expérience ou d'astuces permettant d'éviter ces erreurs? L'idée de mentorat appartient-il à l'ancienne? Alors déjà, oui. Non, mais je t'en prie, tu es l'intervenant. Non, mais on rebondira. On parlait, tu disais tout à l'heure, oui, dans le cadre de l'école de la défense pénale, vous l'évoquez un peu. Oui, on l'évoque un peu, mais sous forme d'anecdotes à la marge, etc. En fait, c'est jamais abordé comme on le fait là. C'est pour ça que je trouvais que c'était une très bonne idée, en fait, d'être transparent, d'aborder les risques du métier. Je pense qu'on a du mal à l'aborder, d'une part parce que faire un séminaire là-dessus, ou faire un cours là-dessus, ou faire un petit précis ou un petit vadémécum là-dessus, on a du mal à l'envisager parce que ça voudrait dire qu'en réalité, certains d'entre nous pourraient franchir cette ligne et qu'il y a un problème, etc. Donc en réalité, c'est un problème qu'on a tous.
qui nous mine et qui nous pourrit parfois, qui nous prend beaucoup d'énergie et de temps, mais qui est un peu tabou. Et donc, du coup, le simple fait de l'évoquer voudrait dire qu'il existe. Et du coup, on ne peut pas imaginer qu'il existe. C'est donc une autocensure. Exactement. C'est un peu comme à l'époque, on se demandait s'il fallait faire de l'éducation sexuelle dans les collèges ou dans les lycées. En fait, c'est un sujet, en fait, on veut vraiment ça. et on veut pas et donc en fait il faut l'aborder. Et puis il y a un problème aussi, c'est que c'est quelque chose qu'il faut aborder, mais vu que c'est pas des combines, mais c'est des retours d'expérience et personne ne sait jamais vraiment où est la ligne, c'est des choses qu'on a du mal à aborder en public. Là on le fait sur LinkedIn, en réalité peut-être des procureurs nous écoutent, des juges, des étudiants, et tant mieux d'ailleurs évidemment. Et c'est pour ça que nous on a voulu la chose de manière, vous avez voulu la chose de manière totalement transparente et ouverte pour montrer qu'en réalité c'est un sujet qui anime les avocats. Mais il y a quand même des choses qui doivent aussi se dire entre avocats, et c'est difficile aussi de se livrer sur des sujets sensibles, importants, au-delà de sa famille, qui est la famille des avocats. Donc, je pense que c'est ça aussi les difficultés d'aborder les problèmes. Il faut être en confiance, en fait. Oui. Non, mais ceci étant, pour répondre à la question, ça pourrait être une transmission de mille et une manières, et dans le cadre de ce qui pourrait se faire par l'ordre, peut-être, d'y réfléchir, en tout cas, de savoir comment, en plus de l'école de la défense pénale, il pourrait y avoir peut-être des petits séminaires faits par des... Moi, je serais d'accord pour le faire, par en ce qui me concerne, certainement, peut-être, toi, tu es déjà à l'école, mais c'est oui, mais dans le cadre de la formation continue, voilà. Je crois que ça. Mais ceci étant, je l'ai fait à l'UFB en décembre, hein, donc effectivement, il y avait risque. C'était pas ce thème-là de façon aussi précis et aussi technique qu'aujourd'hui, parce que c'était dans un cadre avec un magistrat, donc on ne pouvait pas parler de façon aussi directe. Mais c'est vrai que c'était aussi c'est important que l'on puisse continuer sur cette voie, à mon avis. Tout à fait. Et pour répondre précisément à votre question, effectivement. Je ne suis pas pénaliste, mais il fut un temps, il y avait, comme vous l'indiquiez, le stage qui permettait d'être chapeauté. Mais aujourd'hui, on peut s'installer, prêter serment le lundi et s'installer immédiatement. Et donc, dans le cadre du mentorat, c'est dans notre programme, mais effectivement, il y a des propositions pour qu'un plus expérimenté accompagne un plus jeune et se voit et l'accompagne tout au long de sa carrière, enfin, comme ils veulent, mais et qu'on déclinera, alors je fais de la propriété intellectuelle, mais aussi par spécialité, et donc le pénal en fait partie, et c'est l'idée aussi de ce rapprochement intergénérationnel qu'on doit mettre en œuvre. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, ce qui est prévu au barreau de Paris, je crois qu'on reçoit une fois par an, une fois tous les 2 ans, je ne sais plus, on a une lettre de l'ordre des avocats qui dit voilà votre référent, votre parrain qui est parmi les membres du conseil de l'ordre et qui en fait attribué aléatoirement. Mais c'est vrai que parfois, c'est bien, c'est une très bonne idée de le faire par thématique, parce qu'on dit bon en fait c'est quelqu'un qui est pas de ma génération, avec qui je n'ai peut-être pas d'acquaintance, qui est dans un cabinet d'affaires anglo-saxon, et pourquoi en fait j'irais appeler cette personne-là que je ne connais pas et qui ne connaît pas un peu le milieu pénal pour une question de garde à vue. Donc alors ça, on veut dissocier justement le membre du Conseil de l'ordre qui est ce que j'appellerais le pompier qui doit régler une urgence, et il est dans son rôle, mais dissocier, on est 34 000 à faire appel aux forces vives du barreau et de dire on a une liste de 100, 200 pénalistes qui aimeraient bien accompagner ou suivre une personne, et là vous parlez entre vous et c'est à vous de manière collective. Nous on s'inscrirait comme entre guillemets référent. En tout cas, et je crois que ça répondrait, je pense, hein, c'est ce qu'on croit en tout cas, c'est que ça répondrait à une vraie attente. C'est-à-dire que si demain, en tout cas c'est ce qu'on propose, mais ce mentorat d'exercice et le cas échéant par matière, si on a un mentorat par exemple d'exercice pénal et la possibilité de faire du lien pour ceux qui le veulent évidemment toujours, bien sûr, entre des plus expérimentés, des plus nouveaux dans la profession, j'ai un questionnement, j'ai vu, confrères, consoeurs, est-ce que vous pensez que là je peux faire ça? Mais c'est un soulagement et un confort du quotidien, je pense, qui aiderait beaucoup les confrères. Non, tout à fait. Très bien. Ça, c'était la garde à vue. On aimerait, je crois aussi, peut-être vous entendre si vous le souhaitez, parce que ce risque pénal, je pense qu'il dépasse malheureusement la phase procédurale stricte de la garde à vue, mais le risque pénal, c'est aussi l'instruction. Parce que par définition, c'est encore évidemment toujours la question du secret. Donc, comment vous appréhendez ce risque dans le stade de l'instruction avec le client qui veut ou pas le dossier, la famille, c'est encore un sujet. C'est la difficulté, c'est dans le prolongement du problème des gardes à vue, c'est qu'à partir du moment où la personne est déférée,
la famille qui vient régler vos honoraires le soir même du JLD vient en fait pour acheter le dossier. C'est comme ça que quasiment les choses sont présentées par les clients. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe. Et vous voyez, 31 ans après, j'ai toujours cette forme d'appréhension pour les tout premiers rendez-vous lorsque la personne est déférée, parce que les gens viennent, donc une seule idée en tête, c'est de savoir pas du tout éventuellement ce qu'on reproche à la personne que vous venez d'assister, mais ce qu'on leur reprocherait, le cas échéant, à eux. Donc la seule question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on a dit sur moi, etc. Vous avez dû être confronté à ce genre de questions. Donc là, la difficulté, elle est encore plus prégnante, je pense, qu'en garde à vue, parce que les clients savent qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez fait l'IPC, à partir du moment où vous avez fait le JLD, vous avez accès au dossier. Alors, ce que je fais moi, je ne sais pas comment tu fais toi pour t'en sortir de cette situation, mais ce que je fais moi en général, c'est que je dis que dans le temps, j'avais plus de temps il y a 30 ans évidemment qu'on en a maintenant, parce que tu le disais, les dossiers sont numérisés, donc ils sont plus facilement accessibles. Sauf que les dossiers, lorsqu'on est sur commission rogatoire, il faut forcément le dossier initial plus le dossier de la CR fait déjà de toute façon 500 pages, 1000 pages, etc., quelle que soit la juridiction, même si ce soit GIRS ou pas GIRS. Donc, on peut toujours dire au premier rendez-vous que finalement, on a eu un accès au dossier partiel, on a eu un accès au dossier que concernant la personne, qu'on a vu 2-3 trucs, ce que c'est déjà en général la famille. Moi, je parle en général pour ne rien dire, c'est une affaire de trafic de stupéfiants. Écoutez, vous savez bien qu'on a perquisitionné chez vous, on a trouvé, alors la personne répond oui, on a trouvé, je ne sais pas, il y a 500 grammes, et puis ensuite, je laisse parler pour essayer de gagner du temps. Et ce temps-là, et je propose de revenir dans 3 jours. 3 jours plus tard, c'est pas de chance, je n'aurai pas encore le dossier, il n'est pas encore arrivé, il n'est pas numérisé, la greffière a eu un problème de cotation, etc. Et donc, on en arrive à une situation où, effectivement, il faut gagner du temps jusqu'à, alors, on a tous autres confrères, donc, jusqu'à ce que la personne puisse avoir un téléphone et puisse accéder à sa famille. Non, mais il faut être clair, il faut dire, je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que c'est la seule solution qui est. Et après, finalement, on se rend compte au bout de 5-6 jours qu'on ne nous pose plus de questions. Ou alors quand la famille a le permis. C'est-à-dire que quand la famille a le permis, oui, on mais la famille aussi parce qu'on sait qu'ils vont se... Non, mais la famille n'a pas de permis. Enfin, elle a en général pas dans les 5-6 jours, et en général, passer le stade des arrivants, la communication se fait, les questions insistantes qu'on a, même si, les questions insistantes qu'on a le jour du déferment, on les a pas 9 jours plus tard. Enfin, je sais pas comment tu as vu les choses, mais en général, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à repousser les choses, à noyer un peu le poisson et à essayer de contourner de manière un peu, on fait ce qu'on peut pour repousser les questions. Mais à un moment donné, en réalité, face à des personnes qui nous demandent des choses que nous ne pouvons pas faire, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est qu'à un moment, il faut crever l'abcès. Et je pense que moi, l'abcès, en fait, il ne faut pas le crever avec les proches, il faut effectivement le crever avec le client. Parce qu'après tout, si le client il est venu choisir Laurence Mariani, c'est parce qu'il reconnaît les violences de Laurence Mariani, il les a bien entendues, et c'est du poids qu'elle peut avoir auprès des magistrats. Donc, s'il a fait ce choix d'un avocat X, c'est qu'en réalité, il a quand même un minimum de respect pour cet avocat X. Et peut-être expliquer clairement à la personne que, en fait, c'est pas possible, les sollicitations des proches, etc. Et en réalité, lui-même passe le message et les choses peuvent se dégonfler d'elles-mêmes. Et parfois, c'est vrai que dans certains dossiers, des dossiers de criminalité organisée, souvent, on voit arriver en fait en co-désignation un deuxième avocat qui vous dit, et ça, moi, je trouve ça problématique parce qu'en fait, on fait comme si on voit rien, on fait comme si on sait rien et on ne veut rien voir et on ne veut rien savoir. Mais c'est quand même, c'est une réalité aussi. Les personnes, alors, j'ai désigné un deuxième avocat, mais ne vous inquiétez pas, il s'occupera de rien, il fera rien, vous parlez avec la juge, vous faites les requêtes en nullité, vous allez plaider, etc. C'est juste, alors, ils le disent de manière très publique, il viendra me voir en détention. C'est juste pour qu'il vienne me voir en détention parce que vous êtes un peu loin, etc. Bon, nous, on dit rien, mais en fait, et en réalité, on est au stade de fantasme, mais pour certains cas, je pense pas loin de la vérité, en disant qu'en réalité, ces confrères-là, on peut-être pas. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant qu'avocat principal, est-ce qu'on doit l'accepter, est-ce qu'on ne doit pas l'accepter? C'est quand même difficile de dire à un client ou un confrère en frontal, non, mais en fait, moi, je considère que vous faites n'importe quoi. Après tout, c'est un avocat à part entière, donc c'est quand même des situations délicates à gérer. Ça, pour moi, c'est un peu le stade d'après de ce qu'on est en train d'évoquer. Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, de toute façon, moi, je suis d'accord avec toi sur le point, c'est qu'à partir du moment où les premiers clients arrivent, je leur dis qu'on est soumis au secret de l'instruction. Et tu as tout à fait raison, et je leur dis que de toute façon, les magistrats nous respectent parce qu'ils savent l'image qu'on a. Et en nos matières, c'est une question d'image. C'est que certains avocats
ont une réputation, d'autres avocats ont une autre réputation, et à partir de ce moment-là, effectivement, si on vient chez toi ou si on vient chez moi, c'est parce qu'on sait que la façon dont on travaille. Ceci étant, à partir du moment où vous avez dit à la personne, et c'est effectivement l'introduction de ce premier rendez-vous, je suis mis au secret de l'instruction, je ne peux pas vous parler de vos dossiers, de toute façon, la personne, parfois, ne part pas et continue à poser les questions. Donc, quand on a posé le postulat de dire, en premier, je suis soumise au secret d'instruction, je ne peux rien vous dire sur le dossier. En revanche, votre ami, moi j'ai le permis déjà, je l'aurai demain matin à 9h, je serai à la maison d'arrêt de Villepinte à 9h15, je dirai tout à la personne que vous assistez, j'assiste, qui est votre proche. Et à partir de ce moment-là, il sera au courant de tout on organisera la ligne de défense. Une fois qu'on a dit ça, et quel que soit le respect effectivement qu'il nous porte, il vaut quand même mieux faire les deux en même temps, et tu as raison, donc nos deux réponses sont parfaitement cohérentes et dans la même lignée. Premièrement, dire qu'on est effectivement officiellement soumis au secret de l'instruction, qu'on encourt une peine de 2 ans, 75 000 euros, et évidemment la radiation. À chaque fois, je leur dis à tous les rendez-vous, je préfère être ici qu'à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, c'est fait rire tout le monde. Sauf qu'effectivement, une fois qu'on a dit ça, ils ne comprennent pas. C'est une notion, enfin, je ne sais pas comment tu vois avec tes clients, mais moi j'ai le sentiment qu'ils le comprennent sans le comprendre. Et ils continuent à poser les questions. Donc une fois qu'on a posé ce postulat, effectivement, on peut continuer à dire, comme je vous l'ai dit, qu'on n'a pas encore le dossier, qu'on attend la prochaine fois, etc. Enfin, les deux sont ensemble. Mais certains le comprennent, d'autres ne le comprennent pas, ou font mine de ne pas comprendre. C'est vraiment une difficulté. Après, il y a une autre technique dans les cas un peu complexes, qui est que moi, en fait, je responsabilise le client et je le mets en situation de décider lui ce qu'il veut faire de son propre secret d'instruction. C'est-à-dire qu'en fait, on peut surinformer le client en disant voilà ce qu'il y a dans le dossier, éventuellement lui faire des notes de synthèse. Et d'ailleurs, au-delà même de ces questions des risques de métier, en fait, c'est quand même extrêmement important d'avoir un avocat qui vous envoie des notes de synthèse pour dire, et j'essaie de le faire dans tous les dossiers régulièrement, même pour mes clients détenus, leur envoyer un courrier en prison, sauf si les faits sont sensibles évidemment, mais pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'un tel a été interrogé, je le surinforme complètement sur son dossier, comme ça, je fais bien mon métier parce que j'informe mon client, et deux, après, si lui, il a envie d'avoir qui il veut au téléphone, etc., mais c'est son problème, mais et même quand il y a des proches un peu trop collants qui viennent vous voir, etc., il dit écoutez, il est parfaitement informé de la situation, je lui ai encore envoyé une note de synthèse, vous voyez avec lui, mais voilà. Et comme ça, en réalité, on place le client dans ses responsabilités à lui. Oui, de toute façon, il n'est pas celui de ce cas de l'instruction. Mais effectivement, moi, je le fais particulièrement sur les mandats d'arrêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt dans le dossier, à partir du moment où vous comprenez que la personne qui vient vous voir est de près ou de loin liée à la personne qui est l'objet d'un mandat d'arrêt, évidemment, vous ne dites rien, bien évidemment, ça c'est une évidence. La personne repart en disant je suis recherché, etc. Vous répondez, moi je réponds clairement non. En tout cas, c'est pas que je réponds oui ou non, c'est que je réponds pas. Et à partir de ce moment-là, je prends ma voiture et quel que soit le lieu d'incarcération, même si c'est en province, je vais le dire, comme tu le dis, à la personne détenue, puisqu'on a le droit, on a même le devoir de l'informer. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on le dit à la personne détenue qui a le droit d'avoir tout son dossier, eh bien finalement, on a plus ou moins, entre guillemets, informé la bonne personne et pas la mauvaise. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Oui, en tout cas, on ne viole pas en agissant de cette manière le secret professionnel auquel on est astreint. Mais on informe, puisque c'est notre travail, d'informer son client de l'état du dossier. Quoi. Mais qu'est-ce que c'est inconfortable? Qu'est-ce que c'est inconfortable? C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Mais c'est des questions qui se posent quotidiennement et qui, objectivement, c'est vrai, nous minent. Ah, mais moi, nous minent parce qu'effectivement, moi, j'ai par exemple des clients que je connais depuis, j'ai un tout premier client, je prêtais serment un matin, je l'ai vu l'après-midi, ce type-là, il a fait 28 ans de prison, il retourne tout le temps. Il est encore en prison depuis hier soir. Et donc, c'est ça qui me tutoie. Et alors, il me dit à chaque fois, mais puisque c'est moi, tu peux me le dire. Mais le problème, c'est qu'ils pensent, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais nos clients, ceux à qui on refuse de parler, pensent que finalement, c'est une défiance et que si on était plus copains, etc., on pourrait le dire, ils ne comprennent pas. Enfin, on a beau le répéter, c'est la loi, ils ne comprennent pas que c'est la loi et qu'on encourt une peine de prison et que surtout on encourt le pire qui soit. C'est-à-dire, oui, mais non, le pire qui soit, c'est que de toute façon, les magistrats le savent immédiatement et que les gens sortent de mon cabinet sur le rez-de-chaussée, ils font 3 pas, ils accrochent la borne qui est avenue Marceau, ils téléphonent immédiatement à leurs proches et ensuite c'est sur les retranscriptions. Et ça, on n'y coupe pas. Avec le téléphone, c'est sur le problème des risques accrus. Ils ne sont pas accrus sur le principe depuis 30 ans. Parce qu'en 92, les problèmes étaient les mêmes. On avait les mêmes difficultés, je rencontrais les mêmes difficultés, j'étais formée aux mêmes difficultés. Mais il n'y avait pas effectivement
vous allez me dire, on dirait une grand-mère, mais il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, donc effectivement, c'était plus facile. Sauf que maintenant, on voit dans les retranscriptions au retour de CR 3 mois plus tard, et il y a Mariani a dit ci, Mariani a dit ça, et là, c'est une catastrophe. Donc, on ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là. Parce que, indépendamment du risque professionnel, il y a le risque d'image. Et c'est pas parce que j'ai présidé pendant des années cette commission de relations avec les magistrats au pénal, parce que je me suis encore plus tenue, si vous voulez, à avoir le rôle avoir une manière d'exercer la plus propre possible. Mais ceci étant, indépendamment de ça, c'est un problème d'image. C'est que les magistrats le savent. Ils savent tout. C'est ça qu'ils ont à faire. Et même s'il n'y a pas de retranscription, même si elles ne sont pas versées au dossier, ils les ont lus. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous arrivez, quand c'est un magistrat ricane, quand vous rentrez dans son bureau, vous êtes sûr que vous n'obtiendrez plus rien du tout. Et qu'il le dira à son collègue, il le dira à tous les tâches. Et finalement, c'est un problème, je pense que pour nous, les pénalistes, c'est un problème d'image personnelle. Il faut que les magistrats aient le sentiment qu'on exerce, qu'on n'est pas les copains de nos clients, on n'est pas leurs complices, on n'est pas leurs obligés, on n'est pas leurs subordonnés. On est nous et nous-mêmes. Et que finalement, c'est quand même dans nos votes, qu'on rentre chez eux, leur demander des choses. Et je trouve qu'on a la légitimité de le faire. Et c'est comme ça, par cette légitimité-là, c'est par un exercice professionnel qui soit. Effectivement, tu as raison, c'est quand même. C'est pour ça que je suis contente de ce webinaire, parce que c'est quand même une situation que je trouve, moi-même, 30 ans plus tard, extrêmement confortable. Donc, pour ceux qui ont un peu moins d'expérience, c'est vraiment très, très inconfortable comme situation. C'est générateur, oui, de stress professionnel. Il n'y a pas de questions, mais ce qui est rassurant aussi, parce que c'est pour les jeunes qui prêtent serment et qui nous écoutent, il y a un élève avocat, c'est de se dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être ferme aussi et de dire non, puisque même 28 ans après, le client, il est toujours là, il a toujours gardé Laurence Mariani et il pose toujours les mêmes questions, et comme s'il ne connaissait pas la réponse, qu'elle ne peut pas répondre, et tu lui as dû répondre 20 fois, 30 fois la même chose, il tente. Tu as dit non fermement, elle a fermé la porte, et quand on est jeune avocat, on peut se dire je vais perdre mon client. Non, vous ne le perdez pas et vous êtes en plus respecté. Oui, on le perd. Tu as raison sur ce point. C'est vrai qu'on le perd pas, mais il y a quand même une manière d'exercer qui, tu le disais, avec certains avocats, il ne faut pas que vous soyez de cela, parce que quand je succède à des avocats, je succède à certains avocats qui, avec des personnes qui étaient recherchées libres, donc dans un dossier X. Et ces mêmes personnes ont lu chez l'avocat de leurs copains incarcérés, donc le même dossier, ils ont lu tout le dossier les concernant, lorsqu'ils étaient libres. Et j'ai succédé, quand je succède à des confrères, à plusieurs reprises, j'ai eu ce cas de figure. Donc quand vous vous retrouvez face à un gardé à vue qui vous dit écoutez, alors il y a ci, il y a ci, il y a ci, il y a ça, j'ai lu tout le dossier chez un de vos collègues, c'est nous-mêmes qui passons, c'est effectivement nous-mêmes qui, si on la branche sur laquelle on est assis, parce que c'est l'ensemble de la corporation des pénalistes qui, finalement, tu le disais, certains travaillent de cette façon-là et ne permettent aux autres de travailler pareil, parce que bien évidemment, ni toi ni moi n'aurions, ni toi Vanessa n'aurions de compromission sur ce point, sauf qu'ils savent que d'autres font différemment, donc ils comprennent encore moins quand on leur dit que c'est interdit, qu'on encourt une peine de prison, Mais j'ai vu en 30 ans, j'ai visité 2 confrères incarcérés, 2 étaient à la santé, et des proches, des confrères avec lesquels je travaillais de façon absolument régulière. Ils ont été purement simplement incarcérés. Donc je le dis aux clients, mais ça leur risque concret, quoi. C'est un risque concret. Quand moi j'étais jeune avocat, j'avais un an d'expérience, je suis allée visiter pour le compte de mon patron un de ses amis, un confrère en tout cas, une personne qui l'assistait plutôt. Un confrère qui l'assistait, je peux vous dire que ça m'a refroidi. Je m'en souviens encore de l'entretien, c'était il y a 30 ans. Donc, il faut effectivement qu'on reste droit dans nos bottes. Et tu as raison sur ce point, c'est comme ça qu'on est respecté, même les clients. Non, mais bien sûr. Mais le problème, c'est que ça prend tellement de facettes. C'est vrai que, par exemple, la communication avec les clients détenus devient une vaste hypocrisie, puisque évidemment, on ne communique pas avec un client détenu au téléphone, que ce soit sur une ligne normale, cryptée, rien. Mais le problème, c'est que vous avez l'épouse qui vous appelle, qui vous pose une question, vous lui donnez l'information si vous pouvez lui donner, et en fait, vous comprenez très bien entre les lignes qu'elle va être transmise, et qu'en fait, elle revient 5 minutes après avec une question supplémentaire à la question. Et là, en fait, quand vous entendez ça, vous comprenez qu'en fait, l'information, elle est partie à la maison d'arrêt, elle est revenue à la maison d'arrêt. Donc, en réalité, c'est un détournement. Oui, en conférence téléphonique directe, parce que je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là, c'est que vous avez un client qui met, ça m'est déjà arrivé, qui met son portable sous la table,
alors je vais pas leur dire mettez vos mains sur la table, enfin c'est absolument ridicule, mais les mains sous la table, et il est en contact direct avec une tierce personne. Le détenu, c'est pas grave, parce qu'on est pour lui on est pas soumis au secret d'instruction, mais avec une tierce personne, directement avec le Maroc, etc., quand c'est des trafics de stupéfiants internationaux, et finalement la personne est directement avec la personne qui est. Et dans les retranscriptions que j'ai déjà vues ce cas de figure-là. Mais c'est vraiment invraisemblable. Et les gens pensent, tu as raison, qu'avec Signal ou EncroChat, etc., qu'ils sont protégés, alors qu'on sait très bien. Par exemple, EncroChat, ça a été la gendarmerie néerlandaise a réussi à rentrer dans le système, etc. Et les clients ont pensé pendant des années qu'ils pouvaient parler à tort et à travers. Et maintenant, c'est là où le risque est accru, c'est que les gens parlent à tort et à travers en pensant qu'on n'est pas entendu. Donc l'avocat qui pense en disant tu ne le répéteras pas en sortant, il peut être sûr que le client sort et le répète à tout le monde. Voilà les nouveaux risques du métier aussi, c'est très important très intéressant, c'est le fait d'être enregistré. C'est ce que j'allais dire, l'enregistrement. On enregistre son avocat, alors parfois c'est fait, j'allais dire presque de bonne foi, c'est jamais fait de bonne foi, mais Lucille, je voulais vraiment écouter ce que vous m'avez dit, bien comprendre, en fait j'ai enregistré pour vous entendre chez moi, etc. Et parfois c'est carrément quelqu'un au bout du fil, ou parfois c'est carrément pour nous faire chanter, pour nous tenir, etc. Parce qu'en pensant qu'on va nous extorquer des choses qu'on dirait dans un cabinet, etc., dont on ne serait pas fier. Et par exemple, puisqu'on était un peu sur comment on peut s'organiser, quelles sont les astuces des uns et des autres, dans le cabinet dans lequel j'étais avant et que tu as cité, Vanessa, nous, en fait, la salle de réunion était interdite au téléphone portable. Et donc, en fait, il y a des casiers. Et tous les clients étaient priés de déposer leur téléphone dans leur casier, avaient leur clé, ils récupéraient leur téléphone à l'issue de leur rendez-vous. Et au début, j'ai pas vraiment compris. Je trouvais que c'était excessivement tatillon et que c'était un peu une marque de défiance aussi pour les clients. Mais en réalité, si les clients ils viennent dans ce cabinet-là, c'est aussi parce qu'il y a ça et qu'il y a de la rigueur et que c'est de la crédibilité du cabinet. Et en réalité, c'est quand même ne pas avoir le risque ou le sentiment d'être enregistré. Moi, je l'ai vu, je l'ai constaté, des gens qui m'enregistrent. Alors, je dis, mais attendez, monsieur, vous m'enregistrez. Exactement, mais ça arrive. Et aujourd'hui, on est enregistré. Et pas que, et d'ailleurs, pas que les mises en cause. Moi, j'ai le souvenir d'une partie civile et très, d'une victime, situation terrible, mais qui me l'a dit. Donc, je dis, alors, déjà, il est effacé immédiatement et qui m'a appelé pour me dire, c'est effacé. Donc, ça partait pas d'un mauvais sentiment, mais c'est effectivement la réassurance de se dire, je vais le réécouter chez moi avec mon mari. Et c'est pas, et voilà, qui a d'ailleurs le mérite de le dire a posteriori, mais c'est un peu un réflexe facile, aujourd'hui. Donc c'est forcément un risque plus accru. Je pense que c'est un frein à notre métier et c'est quelque chose qu'il faut essayer de combattre et pas d'accompagner ou d'accepter. Surtout que les magistrats, je ne sais pas quel est votre positionnement, comment vous ressentez, mais les magistrats, certains magistrats ont le sentiment qu'on est beaucoup plus proche de nos clients qu'on ne l'est en réalité. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas de téléphone portable professionnel. J'en ai jamais eu de ma carrière. Donc, les gens pensent aussi, certains clients pensent que si j'étais plus copain, etc., s'ils me connaissaient mieux, ils auraient mon portable. Même mon tout premier client, il l'a pas. Il s'appelle Charlie, il l'a pas. Donc, et donc, c'est vrai que le fait aussi il faut garder cette distance. Là aussi, c'est un problème du risque du métier. Je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a une forme d'empathie, quand même, parce que je pense que naturel, parce que je pense que quelle que soit la façon dont on travaille au pénal, ipso facto, quand même, on attend quand on plaide, on attend une sorte de reconnaissance, un regard de quelqu'un qui est dans le box, pour qui on a une forme d'espoir, on est là pour parler de l'espoir, etc. Donc ça, quand même, on a forcément une forme d'empathie et d'implication personnelle. Mais ceci étant, on peut avoir une grande empathie. Moi, je vais en maison d'arrêt toutes les 48 heures, depuis 30 ans, tout le temps. Donc, j'en fais 2-3 par semaine et depuis sans discontinuer et quelle que soit la situation. Donc, je suis en contact avec mes clients détenus. Ils sont tous détenus. J'ai quasiment que des détenus. J'ai beaucoup de clients détenus. Et donc, je pense qu'avec ces visites en prison, on a cette forme de connaissance. Et lorsque l'on se lève pour plaider, on est plus en contact et plus en relation avec le client. Donc, il y a deux choses différentes. Il y a l'empathie naturelle et le fait de connaître quelqu'un, de parler de lui, parce que les gens... Alors, c'est pas une relation bonne, méchant, les bons, les méchants, les gentils, les bons. C'est pas le problème, c'est que quelle que soit l'infraction commise, il y a forcément une part d'humanité. Donc ça, c'est ce qui transperce de ce que peut faire un pénaliste. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on a une grande empathie, qu'on peut parler des gens avec une certaine émotion, que on est proche de leur délit, deux, et surtout,
qu'on est proche d'eux en personnalité. Donc on peut très bien avoir une forme de personnalisation des choses, mais qu'ils n'ont pas nos portables, ils ne téléphonent pas le week-end, ils ne nous tutoient pas forcément de façon systématique. Je ne sais pas comment tu fais toi, mais je trouve que c'est un petit détail, mais qui peut être aussi... moi jamais. Je ne tutoie pas, je ne suis pas tutoyé, mais en revanche, c'est vrai que le téléphone portable, c'est intéressant. Là, j'étais encore il n'y a pas longtemps en Guyane, parce que je suis pas mal à Cayenne pour des affaires, et je parlais avec des confrères là-bas que j'aime beaucoup, et ils me disent, mais attends, mais tes clients ont ton téléphone portable? Je dis, bah oui, comment tu veux faire? Ils disent, mais tes clients ont ton mail? Je dis, oui, ils ont mon mail. Il me dit, ah, mais non, mais nous, moi, mon téléphone portable, personne ne l'a, j'ai un mail contact, cabinet, machin. Et en fait, ils fonctionnent, alors même qu'ils font du pénal, et du beau pénal, mais ils fonctionnent comme des avocats à la cour de cassation. Que ce soit évidemment péjoratif, c'est même d'ailleurs plutôt bien pour eux, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un secrétariat qui est la tour de contrôle et une forteresse, et derrière l'avocat qui en fait travaille, mais quand même à sa liberté. Et c'est clair que moi, je ne tutoie pas, je n'accepte pas qu'on me tutoie, mais c'est vrai que je suis esclave, professionnellement parlant, de mon téléphone portable. Et là, c'est difficile. C'est difficile. Enfin, c'est même l'inverse, je n'ai pas de téléphone fixe en réalité. Donc, Non, moi, je me suis rendu compte, mais ça pose de plus en plus de difficultés parce que les gens le comprennent de moins en moins. Pour l'instant, j'ai jamais eu de sur ce portable professionnel. Et en fait, ça passe par le cabinet fixe. C'est une collaboratrice, c'est ma collaboratrice Olivia Richard qui répond au téléphone, qui me renvoie immédiatement sur mon portable l'appel, mais ça passe toujours par le fixe pour pas qu'il y ait cette liaison directe. C'est vrai que c'est même pas tellement un problème de confort, c'est un problème aussi du fait que les clients doivent être proches, on doit être proche d'eux, mais avec cette réserve-là aussi de la vie privée. Mais enfin, ce n'est pas tellement le problème du téléphone portable, c'était le problème effectivement de ce que pensent les magistrats de notre proximité avec les clients. Et ça, je me bats là-dessus parce que il faut bien qu'on leur dise, je leur dis à chaque fois en plaidant parfois, me pose des questions à moi, et assez agressivement d'ailleurs, je leur réponds, excusez-moi, mais vous avez dû tromper dans le box. Donc moi, je réponds à aucune de vos questions, je ne suis pas interrogée, je ne suis pas là pour ça, personne ne me parle de ce quoi. Donc c'est vrai qu'on n'est pas leurs amis, on n'est pas leurs complices, et il faut que les magistrats aussi pensent que quelle que soit la relation, encore une fois, d'empathie, il y a cette distance-là naturelle qu'il faut avoir. Priorité au direct. Est-ce qu'on peut afficher une autre question de Baptiste Kounchef? Merci, la régie. Je la lis? Oui. Alors, merci pour vos réponses. Un des risques qui a été succinctement évoqué est la mésentente entre confrères-consoeurs, qui est visiblement l'un des plus grands obstacles en pratique. Comment expliquez-vous cette dure réalité, pas ou peu évoquée en formation, alors même que le marché en pénal a l'ambivalence d'être à la fois très concurrentiel et à la fois d'attirer de moins en moins d'entre nous au profit de la branche affaires. En témoignent les chiffres actuels de l'EFB. Merci. Un élève avocat. C'est bizarre parce que... Non, mais je pense que... C'est bizarre parce qu'au contraire, j'ai absolument l'idée inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 92, quand j'ai prêté serment, on disait que, enfin moi je disais que je faisais du pénal, tout le monde disait bon il en faut bien, c'est comme les bourreaux, la révolution. Donc, et alors que maintenant, je trouvais au contraire qu'on était plus à la mode, donc et qu'il y avait au contraire beaucoup plus de pénalistes et de jeunes qui voulaient vraiment se lancer dans le pénal. Mais bon, ceci étant, je n'étais peut-être pas forcément au courant des chiffres. J'ai le même sentiment aussi. J'ai l'impression que c'est une filière qui attire de plus en plus, comme le contentieux en général, mais le contentieux pénal encore plus. Et là où je suis peut-être, je suis pas certain qu'on a parlé de mésentente entre confrères. On a parlé de co-saisine parfois avec des confrères qui n'ont pas forcément une pratique, mais en réalité qui est une coexistence pacifique. Et par ailleurs, une des choses qui me plaît beaucoup dans ce domaine, dans cette filière, c'est au contraire, je trouve, les liens d'amitié, de confraternité, de respect, d'estime. Et si c'est le plus grand bonheur pour moi du métier qu'on fait, c'est le bonheur de l'exercer sur le même banc de la défense, ou l'un contre l'autre, mais finalement, quand on finit le procès, ça n'a rien changé, même si le débat peut être un peu viril. Et puis, et surtout,
on parlait de dialogue intergénérationnel, mais même dans la même génération, le fait d'appeler les confrères, mais j'ai un problème, et tu ferais comment tu vois les choses. J'ai l'impression qu'il y a une confraternité. Moi, les rares fois où je suis allé plaider pour rendre un service à un confrère, même un renvoi au Conseil des prud'hommes, au JAF, mais je suis tombé sur des avocats qui me hurlaient dessus, des confrères, parce qu'en fait, ils s'opposent à des renvois, etc. Et moi, ça m'a. Je disais à mon pote, je disais, mais viens au pénal, nous, jamais on se parlerait sur ce ton. Alors même que les enjeux sont très forts. Moi, j'ai le sentiment de grande corporation depuis 30 ans, mais vraiment, mais profondément. Alors, il y a une autre question qui est intéressante parce que finalement, ce que vous disiez, c'est que ces informations se transmettaient un peu entre vous, dans la famille des pénalistes, mais on pose une question pratique. Est-ce que tu peux Bonjour, oui, Linda Kribetch. Bonjour, existe-t-il une sorte de guide des risques pour l'avocat, notamment sur cette question? Merci. Alors, un guide sur les risques spécifiques au pénal, à ma connaissance, non, sauf erreur de ma part. Non. Ce que tu disais, c'est pas possible parce qu'on écrirait ces risques. C'est comme si c'est intéressant. C'est comme s'ils existaient. Ça peut s'envisager. Oui, vous avez raison. Ça peut s'envisager, en tout cas, les zones à risque sur lesquelles, voilà, tel moment, la garde à vue, l'instruction, la détention, ce que je peux remettre, ce que je ne peux pas remettre, ça pourrait s'envisager. Mais je crois, sauf erreur, qu'en l'état, tel n'est pas encore le cas. Je pense que c'était un peu l'objectif de ce webinaire, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a une vraie préoccupation chez tous les pénalistes qui fassent de la criminalité organisée, même du pénal des affaires, qui fassent de la petite délinquance, qui en fassent beaucoup. C'est une même préoccupation, premièrement. Deuxièmement, qui nous quand même bouffe un peu la vie et l'esprit et qui peut nous miner quand on est confronté à le risque qui se rapproche. Et trois, en fait, on essaye de savoir quel en fait, est le vecteur qui pourrait permettre le plus d'informations. Alors, est-ce que c'est des forums? Est-ce que c'est de faire un webinaire? Est-ce que c'est de le mettre dans un guide à proprement parler? Peut-être pas, mais est-ce que c'est une meilleure compilation de la déontologie? En fait, est-ce que ça sera un vadémécum édité par l'ordre? Est-ce que c'est justement, aujourd'hui à l'école de la défense pénale, où on a plus de 1000 personnes inscrites chaque année, donc c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien grâce à Christian Sapalet. En fait, il y a un module garde à vue, un module truc, on pourrait faire un dernier module, les risques du métier. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'école de la défense pénale, on donne des cours sur la procédure, sur comment on parle. Et en fait, les questions à la fin qu'on me pose, c'est oui, mais alors moi j'ai un dossier, j'ai été confronté à un risque. Et en fait, les questions qu'on reçoit, c'est toujours des confrères qui sont. En tout cas, je pense que il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas s'isoler dans ce métier. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant que c'est génial parce qu'on peut le bosser en équipe, on peut s'appeler, etc. Mais il y a des confrères qui parfois sous-louent un bureau, voire sous-louent même pas un bureau, mais bossent depuis chez eux, ce qui est très bien. Et c'est la nouvelle liberté qui permet ça. Donc ça, j'ai rien à dire là-dessus. Mais il faut faire gaffe aussi de ne pas se retrouver dans une situation où on ne peut pas aller dans un couloir, pousser un bureau ou dire mais attends, j'ai un problème. Exactement. Ou alors le faire au téléphone. Mais c'est un truc, je pense qu'il faut veiller dans le pénal général, en tout cas, à ne pas s'isoler. Et les clients le sentent d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Il y a un point peut-être, alors je crois que le webinaire se termine dans quelques minutes, c'est ça. Peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, on pourrait peut-être conclure dessus, et qui pour le coup est aussi, je crois, je parle pour moi, mais un stress assez général lorsqu'on fait du évidemment. Pour la famille, l'attestation d'hébergement. Aussi ce risque-là, à force, lorsqu'on n'est pas sur un temps long, même si vous estimez que c'est un risque, ou un sujet. En ce qui me concerne, je fais de vérification parce que finalement, techniquement, c'est quasiment impossible de les faire. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher à partir du moment où même si on n'est pas dans l'urgence et qu'on est dans la préparation d'une défense devant le tribunal correctionnel classique, on puisse d'ailleurs les vérifier. Enfin, en ce qui me concerne, ça génère chez vous en tout cas une appréhension particulière ou pas du tout? Pour moi, strictement aucune.
non, mais qui sont faux. Oui, ça ne faut pas les mettre. Exactement. Ouais, Moi, je suis assez cash on le gère, hein, et, en ça. fait, et parfois même, les personnes font forcing et je me retrouve dans une situation qui est très compliquée aussi. C'est-à-dire que je produis toutes les pièces sauf celles que je pense qu'il faut, alors même que j'ai dit au client que je les produis, mais ça peut être en termes de responsabilité Oui, tout à fait, conséquent aussi, parce que si en fait le client se rend compte que j'ai pas produit la pièce dans son dos et que j'ai moi-même fait l'arbitre de pièce, Oui, il fallait. Moi, sur cette situation-là, une des solutions, enfin, je crois, hein, c'est aussi de dire, moi, je transmets ces pièces-là, non. Donc, le cas échéant, le jour de l'audience, vous la produirez. Voilà. Oui, mais nous, en personne. Mais comme ils sont ça veut dire oui, alors c'est vrai que de toute façon, on ne produit pas. Donc, comme c'est nous seuls qui quand il y a des tensions, oui. Je pensais à l'hypothèse, parce qu'il m'est arrivé d'avoir ce genre de situation avec pièce qui me paraît, j'en sais rien d'ailleurs, hein, parce que moi je suis pas non plus enquêtrice, mais le doute me fait dire que je vais prendre la décision de ne pas la produire, je vous laisse le cas échéant la produire. Alors c'est toujours évidemment très délicat et désagréable, mais il y a un moment, c'est toujours la question du risque et de la protection du risque, et donc de notre sérénité et en même temps ce qui mine, enfin c'est toujours un éternel pas débat avec soi-même, mais en tout cas questionnement pour faire les choses le mieux possible, quoi. Le dernier risque qu'on peut évoquer peut-être, c'est faire extrêmement attention au délai. C'est tout un sujet. Qu'il y a un délai d'appel de 10 jours sur tel ou tel, enfin sur la plupart de nos décisions, c'est le cas. Parfois, il y a des délais plus courts de 24 heures, vous le savez. Donc, effectivement, sur ce point, ce mentorat sera effectivement quelque chose de bien parce que dès que c'est pas, moi en tout cas, c'est comme ça que je pratique depuis 30 ans. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose qui n'est pas quelque chose de totalement habituel, que je fais depuis toujours, qui sort un tout petit peu du cadre, toujours au pénal, parce que j'ai toujours fait que du pénal, j'ai jamais pris un dossier autre que pénal depuis que j'ai prêté serment, mais même dans le pénal, une partie du pénal que je connais un tout petit peu moins bien, une façon, à partir de ce moment-là, je pose la question effectivement à quelqu'un d'autre. Et ça revient à ce que tu disais sur le fait de ne jamais être isolé. Il faut toujours poser la question. Je pense qu'on a entre nous, autour de nous, pas mal de confrères expérimentés, que ce soit notre génération ou pas notre génération. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il vaut mieux poser la question. Que le risque, finalement, c'est quand même une procédure, contrairement à ce que pensent les gens, et vous le savez, d'une personne extrêmement technique. On pense qu'on se lève comme ça. Enfin, le grand public pense qu'on se lève en disant qu'il est orphelin, que c'est triste, mais enfin, ça ne se passe pas du tout comme ça en vrai, vous le savez. Donc voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux poser la question à quelqu'un de proche. Et le conseil accessoire, c'est aussi de tout écrire. Il y a des choses qui ne s'écrivent pas évidemment dans notre métier, parce qu'il y a des choses qui restent dans l'oral, dans la confidentialité, dans le secret, qui n'ont rien à faire dans nos boîtes mail ou dans nos réseaux informatiques. Mais en revanche, moi, je considère qu'il y a des choses qui s'écrivent, mais à 110%. Et par exemple, monsieur, en fait, vous avez dit je peux faire appel, et si jamais la personne veut faire appel ou ne pas faire appel, merci de me le confirmer par écrit. Et c'est ça qui est, moi, c'est comme ça que j'ai été élevé dans les cabinets dans lesquels j'ai eu la chance de passer, etc. Et c'est triste d'ailleurs, parce qu'en fait, mes patrons me disaient, mais en fait, voilà, la moitié de ton temps, c'est de te protéger, c'est de l'écrit que tu pourras ressortir le jour où tu auras un problème, de justifier. Et on peut le regretter aussi, de dire, mais tout ce temps, cette énergie qu'on consacre à justement s'auto-protéger, alors qu'on pourrait la consacrer à défendre ceux qui nous font l'honneur de nous confier leur défense. Bah oui, mais en fait, c'est le monde dans lequel on vit actuellement, donc on n'a pas le choix, il faut se protéger. Donc il y a des choses qui vraiment, qu'il faut écrire soi, et il y a des choses qu'il faut demander à ses clients d'écrire. Et sur ces questions d'appel, à mon sens, c'est le cas. Parce qu'un client est tellement versatile, en fait, on fait appel, l'appel n'est pas bon, mais attendez, mais moi, je ne vous ai jamais demandé de faire appel. Et ça, là, on découvre une autre personne dans la personne de son client, en qui on avait un peu de méfiance quand même, parce que ça reste un client, mais qu'on avait quand même un peu de confiance et on ne le pensait pas capable de ça. Et en fait, il vous dit droit dans les yeux, je ne vous ai jamais demandé de faire appel. Exactement. Ça arrive très souvent. C'est pour ça que moi, je fais toujours un pouvoir pour faire appel qui n'est absolument pas nécessaire, comme vous savez. Vous m'avez aussi conseillé de faire ça quand j'ai prêté serment. Je fais un pouvoir, et même quand je fais appel dans l'urgence, quand on me saisit au 8e jour, 9e jour, je vais faire un pouvoir pour le régulariser à la cour. Comme ça, je l'ai, tu as raison. Et s'il me met en 5 ans au 8-4, tant pis, il a voulu faire appel, c'est pas de ma faute, quoi. En tout cas, de façon directe. Mais écoutez, il n'y a plus d'autres questions. À part des observations, notre confrère Alexandre Braun dit 100% d'accord sur l'importance de l'écrit. On ne regrette jamais d'avoir confirmé une discussion téléphonique par mail.
Et c'est le moment de conclure. Le non-pénaliste vous dira que nous avons explosé les records d'audience avec votre webinaire, qui a mieux fonctionné que d'autres matières, avec c'était très enrichissant. Et d'ailleurs, normalement, c'est 3/4 d'heure, on aurait plus d'1 heure, et vous êtes encore connectés, on pourrait rester un long moment, et on voulait vous remercier. Et en espérant que vous serez aussi nombreux demain pour notre prochain webinaire sur les modes alternatifs de règlement, en droit de la famille, avec Carole Pascarel et Anne-Karine Ropas-Furet. Merci infiniment, et poursuivons les débats sur les risques du métier. Et donc, peut-être à l'école de défense pénale, vous en ferez un spécial sur les risques du métier. Sachez en tout cas, merci en tout cas de votre présence et de votre attention. Sachez que ce webinaire, vous pouvez le revoir. Je crois qu'il est en lien ensuite dans quelques minutes, donc n'hésitez pas évidemment à le diffuser parce que je crois que c'était assez intéressant. Merci infiniment Laurence Mariani, merci infiniment Archibald Céléron. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup Pierre et Vanessa, et félicitations vraiment pour votre campagne. Et puis vous pouvez nous téléphoner si vous avez des questions, pas de souci. On a son portable. On va le diffuser. Merci infiniment. Bonne journée à tous. Au revoir.